Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Par exemple, pensez-vous que l'imaginaire puisse nous aider à nous préparer à l'avenir? C'est la conviction d'une association qui a lancé un concours de nouvelles d'anticipation sur le thème de l'intelligence artificielle. À quoi rêvent les robots? On en parle dans quelques instants avec mon premier invité. Ensuite, Cécilia Sévry nous présentera le journal de l'innovation. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la transformation numérique du système de santé. Où en sommes-nous du dossier médical partagé, de la simplification administrative du parcours de santé, l'automatisation des prises en charge des patients? Alors pour en débattre, j'aurai 3 spécialistes en plateau qui y travaillent tous les jours. Enfin, en conclusion de cette édition, je vous propose de découvrir une nouvelle technique de lutte contre la fraude financière. Mais tout de suite, bonjour Jean Pelletier, vous êtes secrétaire adjoint et chargé de la communication de l'association Adeli. L'association Adeli, alors sa première préoccupation, c'est de vulgariser tout ce qui touche au numérique, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est une association qui est presque une vieille dame, elle a 42 ans d'existence. Elle a été créée à l'origine dans une société où l'informatique se développait considérablement, donc avec une orientation assez technique. Et puis elle a évolué, en particulier ces dernières années, dans une logique beaucoup plus grand public. D'ailleurs, maintenant, l'intitulé de l'association est Adélie, explorateur des espaces numériques. Et dans ce mot explorateur, tout est dit. Et vous visez qui, quel type de public avec l'association? À la fois les professionnels, hein, puisque vraiment au départ c'était une association qui regroupait que des professionnels, mais aujourd'hui le grand public. Hein, on a à peu près, je dirais, 2 tiers d'adhérents qui sont des professionnels et 1 tiers qui sont du grand public, parce que c'est vrai qu'en particulier on organise des conférences tous les mois thématiques et de plus en plus ces conférences traitent des sujets que vous-même les médias traitez, donc touche vraiment le grand public sur la sécurité, sur la propriété intellectuelle, sur toutes les implications que l'IA peut, peut à terme euh, impliquer dans la société. Alors, si on est ensemble ce matin, c'est parce qu'il y a ce concours de nouvelles Voilà. d'anticipation sur le thème de à quoi rêvent les robots. L'idée, c'est de dire on va utiliser l'art, l'expression créative, pour aborder ces sujets qui peuvent inquiéter. Alors exactement, hein, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, un concours de nouvelles, qu'est-ce que ça vient faire dans une association qui a quand même une implication très scientifique et très technologique? Mais bon, il se trouve que moi, j'ai une formation littéraire, donc j'ai un goût certain pour tout ce qui touche à l'écriture. Mais on a créé, effectivement, il y a quelques années, ce concours. Et à chaque édition, et particulièrement celle qui est en cours, on se rend compte à quel point, mais on le sait déjà, hein, les grands auteurs d'anticipation ont été des fricheurs pour la technologie. On se rend compte à quel point les retours qu'on a à travers ces nouvelles nous donnent un éclairage sur, d'abord, comment, comment le numérique est perçu. Et alors, vous parlez d'inquiétude, moi je dirais qu'à la lecture des textes, on en a reçu une soixantaine, il y a à la fois le versant noir et le versant blanc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui traitent de façon assez, je ne sais pas si c'est le terme négatif, mais de façon extrêmement inquiétante, et d'autres au contraire qui sont plus dans une dynamique de progrès, de découverte. Et alors, les autres années, quelles ont été les grandes thématiques qui ont été choisies par l'association Adélie? Bah, ça a toujours tourné autour de l'intelligence artificielle. Simplement, chaque année, on donne un début de phrase par lequel on donne des contraintes sur la nouvelle. Alors, des contraintes en termes de signes, etc. Mais l'obligation de démarrer la nouvelle avec une phrase. Hein. Et là, Donc, quelle était la phrase simplement, cette année? voilà, cette année, c'est la phrase, à quoi rêvent les robots. Ouais. À quoi rêvent les Voilà, robots? tout à fait. Il fallait démarrer sa nouvelle par ça. Qu'est-ce qui leur sort? Vous dites qu'il y a à la fois donc, des dystopies et des utopies que vous trouvez à travers ces nouvelles. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont particulièrement frappé et qui étaient peut-être inattendus? Bah, pour moi, non, parce que c'est vrai que
suis tombé dedans dans les nouvelles technologies depuis que je suis tout petit, donc je suis pas comment dire, le bon élément référent pour répondre à cette question. Il y a pas grand-chose qui me surprend. Mais c'est bon, c'est la diversité des sujets, la manière dont les gens explorent le numérique, vont s'attacher à une histoire sentimentale, qui vont s'attacher à une révolution technologique qui bouleverse complètement les rapports sociaux, qui vont explorer l'au-delà de la mort, C'est l'intérêt de l'imaginaire, hein, c'est qu'il n'y a aucune limite, contrairement par exemple, à quelqu'un qui fait de la veille technologique, parce qu'on peut rapprocher, c'est peut-être un peu délicat, la veille technologique avec la nouvelle anticipation. Mais la nouvelle anticipation, il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Et en même temps, on sait que la science, elle a besoin de ça aussi, hein, parce avec le recul, on s'aperçoit que la science est capable d'aller effectivement au-delà de ce que les générations antérieures auraient pu imaginer. Prenez le smartphone, très franchement, personne n'aurait pu imaginer il y a 20 ans encore cet outil-là. Personne, personne. Vous deviez dévoiler le lauréat aujourd'hui, il me semble, avec le jury, Jean Non, non, Pelletier. non, Ah, moi c'est ce que j'avais noté non, non, sur le non. site. Oui, mais en fait, on a pris Oui, mais non. un peu de retard sur la composition du jury et sur la capacité à ce que les membres du jury puissent lire les textes. Non, en fait, c'est plutôt... j'ai redonné un mois, c'est-à-dire le jury se réunit le 17 novembre. De toute façon, la révélation du lauréat se fait concrètement à l'occasion de notre assemblée générale qui a lieu à la mi-janvier, qu'on invite à Paris et à qui on remet le prix. Bon, bah, ça nous intéressera aussi de le recevoir dans Smartech. Quels sont les critères d'ailleurs qui sont imposés au jury pour choisir le lauréat? D'ailleurs, je pense à une chose, le lauréat de chaque année fait partie du jury. Et cette année, donc, c'est Cédric Texera qui a eu le prix l'année dernière. Et c'était intéressant de voir que c'était quelqu'un qui travaillait dans l'informatique, quelqu'un qui réside dans le Nord et qui est un peu spécialiste des questions de transport. Bah, bon, il y a des premiers critères hein, qui effectivement permettent de réduire un peu la voilure au niveau des textes, hein. C'est déjà la qualité de l'écriture, les fautes d'orthographe, qui font qu'effectivement une nouvelle est exclue si elle ne respecte pas ces règles de base. Après, on a beaucoup réfléchi. Il m'a été demandé par plusieurs membres du jury un tableau de critères, etc. Moi, personnellement, je me suis refusé à ça. Je pense que c'est à chaque membre de jury, en son âme et conscience, de, de ressentir un texte en disant oui, il est bien écrit, l'histoire est bien amenée, la Pelletier, thématique est intéressante. Jean Pelletier, je comprends tout à fait. Donc vous nous direz qui a gagné ce prix de la nouvelle d'anticipation sur le thème À quoi rêvent les robots. Ça nous intéresse beaucoup. Merci pour ce premier témoignage. Vous êtes secrétaire adjoint et chargé de la communication de l'association Adélie. Nous, on va enchaîner justement avec notre journal de l'innovation. Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour, Alors dans votre Delphine. journal de l'innovation, on va commencer par parler de 3D, d'impression 3D. Oui, et de construction 3D, en fait, on parle d'une entreprise qui va révolutionner peut-être le secteur du BTP. Construction 3D, c'est le nom de l'entreprise et la première société française à utiliser l'impression 3D dans le bâtiment. Alors comment ça marche ? C'est une espèce de grosse machine avec un grand bras qui va se voir injecter du ciment et qui va tourner autour d'elle-même comme ça pour fabriquer une structure en ciment. Ça marche pour le bâtiment, ça marche aussi pour les objets, ça marche aussi pour les petits meubles ou les grands meubles. Et en fonction de chaque ouvrage, on a une taille de machine différente. C'est aussi cette société, la première société qui a bâti une maison de 100 mètres carrés en 48 heures seulement. Elle propose du coup depuis quelques mois d'intégrer ces solutions sur les chantiers du bâtiment avec ses différentes tailles de produits. Elle met en location donc son propre matériel d'impression, plusieurs machines à impression 3D et elles sont livrées dans un conteneur. C'est vraiment un service clé en main, on peut dire, pour qu'elles soient protégées et puis aussi pour qu'elles puissent traverser la France parce qu'elles sont très très lourdes ces machines, mais par contre très faciles d'utilisation, il suffit de les guider et de les brancher. Aujourd'hui, cette société achève d'ailleurs de construire son propre siège social.
Alors, on va sur quelque chose d'un petit peu plus gadget, peut-être, un plaid connecté. Oui, on poursuit donc avec cette innovation bien-être. Le premier plaid sensoriel thérapeutique qui vise à apaiser les troubles du comportement. Il s'appelle Maaz, inventé par Twins Studio, une start-up fondée par deux sœurs jumelles. Cette start-up est spécialisée dans les nouveaux textiles et les matériaux souples. Un smart textile composé d'électronique aux capacités relaxantes, à mi-chemin entre le high-tech et le low-tech. Il se destine aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Les tests réalisés dans plusieurs maisons de retraite montrent des signes assez encourageants. Il permet par exemple de gérer les crises d'anxiété de 5 à 10 minutes. C'est le temps qu'il met pour agir, pour calmer la personne. 5 à 10 minutes, qui va accompagner, évidemment, ce n'est pas la solution, mais il va accompagner le personnel soignant. C'est une solution aussi qui stimule les patients atteints de troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, à travers des programmes intégrés de relaxation. Enfin, Maaz a aussi, je le disais, un impact sur le travail des soignants. D'après le studio, il réduit la pénibilité du travail et le taux de satisfaction des aidants grimpe à 40%. On passe à un vélo. Oui, on passe à un vélo. Et puisque vous venez de parler de science-fiction, j'ai décidé de vous présenter peut-être le vélo du futur. Conçu par Beno Technologies, le Rivo, c'est son nom, est un vélo à assistance électrique urbain au design assez spectaculaire, vous allez voir. C'est un vrai concentré de technologie encore jamais vu jusque-là sur un vélo. Ses roues sont sans rayon ni moyau. Ça lui donne l'air d'un véhicule véritablement du futur. Un éclairage LED 800 lumens est intégré aux roues et se déclenche automatiquement grâce à un capteur de luminosité. La roue arrière est équipée de clignotants et d'un feu de freinage comme sur les voitures. D'après l'entreprise, Revo est doté d'un système anti-vol à triple barrière. Sur le guidon se trouverait un lecteur d'empreintes digitales complété par un cadenas électrique caché dans le cadre, hors de portée des pinces coupantes. Et puis le design de Rivo repose sur un cadre monobloc qui héberge le moteur 250 watts et la batterie amovible, 48 volts. Une belle innovation qui appelle quand même à la prudence, Delphine, parce que Beno a ouvert les inscriptions en précommande sans donner le prix pour l'instant. Et puis bien sûr, il est impossible de vérifier du coup tous ces atouts technologiques, même si on a les images, on ne sait pas si la production est officiellement lancée. Et peut-être du coup que ce vélo relève pour l'instant seulement du domaine de la science-fiction. Encore peut-être un roman d'anticipation. Merci beaucoup Cécilia Sévry. On enchaîne avec la réalité de la réorganisation numérique du système de santé. Peut-être aurais-je dû titrer ce débat « La très lente réorganisation numérique du système de santé ». J'ai avec moi 3 experts qui pourront nous dire concrètement ce qu'il en est, quels progrès on peut espérer, à quelles échéances en matière de prise en charge et de suivi des patients. David Gruson, directeur du programme santé du groupe Jouve, spécialiste de la numérisation pour simplifier et personnaliser les parcours des utilisateurs. Francisco Vega, directeur France et nouveaux marchés chez Medicus AI, plateforme qui automatise l'interprétation des examens biologiques médicaux pour proposer des conseils personnalisés aux patients et aux médecins. Et Stéphane Tollander, fondateur, président de Sibyl-Tech, éditeur de logiciels de santé prédictive en transplantation rénale. Vous êtes aussi coordinateur de la commission e-santé de France Biotech, association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et ses partenaires experts. Alors, tour de table rapide pour commencer. Très lente réorganisation numérique du système de santé ? Je ne partage pas l'appréciation. Je pense que ce que vous dites était vrai pendant longtemps. J'ai derrière moi une vingtaine d'années dans le système de santé, dans des fonctions diverses, y compris nationales. C'est vrai que ça a été un mouvement au départ lent. On parlera sans doute du DMP qui a mis longtemps à se mettre sur orbite, mais je pense qu'on est maintenant dans une phase de transformation effective. Il y a une impulsion qui est donnée par les pouvoirs publics, par les acteurs privés, par les innovateurs en IA et malheureusement, le contexte du Covid-19 nous amène à franchir une nouvelle étape très rapide avec des nouveaux besoins qui émergent et la nécessité d'y répondre par l'innovation tech. Donc on vit une phase de transformation accélérée essentiellement depuis 2 ans. Alors, vous travaillez justement sur la numérisation des parcours des patients.
numérisation du côté administratif et financier, sur l'admission dans les établissements de santé. On en est où des déploiements de ces solutions ? Écoutez, c'est l'exemple de quelque chose qui accompagne la crise Covid-19 avec la nécessité de gérer la distanciation physique dans l'exécution des formalités administratives et financières. C'est le contexte, mais c'est aussi une réalité structurelle. Aujourd'hui, les hôpitaux produisent chaque année 200 millions de feuilles de papier rien que pour leurs factures. C'est absolument colossal. Les établissements sont ensevelis, cliniques et hôpitaux, sous des tonnes de papier. Donc il y avait ce mouvement de prise de conscience qui s'était fait jour il y a déjà quelques mois, mais là maintenant, les choses se font vraiment. Donc avec Jouve, on a mis au point Know Your Patient, qui est en fait une solution d'IA d'automatisation de l'admission, qui permet en fait d'automatiser le processus. Apprenez à connaître votre patient. C'est ça. En fait, c'est une technologie qui est dérivée de ce que les acteurs du secteur bancaire connaissent bien avec la norme Know Your Customer, connaissez votre client. C'est la même technique, c'est de l'IA de reconnaissance d'image par laquelle le patient va faire tout simplement depuis chez lui une photo de sa carte d'identité, de sa carte vitale, de sa carte de mutuelle avec son smartphone, et puis après il les envoie sur l'interface de l'hôpital que gère Jouve, et nous on prend en charge la suite en aidant les opérateurs d'admission pour qu'il n'y ait plus de passage au guichet au moment de l'entrée en établissement de santé. On est déjà déployé sur une trentaine de groupes hospitaliers publics et privés avec une montée en charge très, très rapide depuis le début de l'année. Super. Francisco Vega de Medicus AI. Alors, Medicus AI a été désigné pour structurer justement ces données de santé du DMP, le dossier médical partagé, qui était au début le dossier médical personnel, est devenu partagé. On en est où là sur ce projet ? Alors, juste une petite précision, la partie sur laquelle on a été mandaté, c'est pour structurer les données biologiques. Biologiques, c'est votre spécialité, tout à fait. Exactement. Pour rendre ces données interopérables. C'est ça, l'idée c'est qu'aujourd'hui, alors il y a des normes qui doivent être mises en place pour que les laboratoires et les hôpitaux puissent transférer ces données de façon structurée, donc on appelle ça le format CDR2. Ces normes-là ne sont pas encore implémentées au niveau des laboratoires. Donc aujourd'hui, les laboratoires, ils transmettent ces informations en format PDF ou en format image. Donc on se retrouve avec un DMP qui a son contenu en information statique ou figée, qui du coup ne peut pas être... On ne peut pas faire d'analyse du contenu, on ne peut pas faire de croisement des informations. Même pour un médecin qui veut la consulter, il faut qu'il parcourt l'ensemble des PDF ou l'ensemble des... On ne peut pas faire une recherche, par exemple, sur un mot. Ouais. Donc nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de mettre en place avec le DMP, c'est utiliser ces scans, ces PDF ou ces images pour aller extraire l'information, et non pas seulement l'extraire, mais aussi la mapper aux standards internationaux. Et donc, du coup, ajouter les bonnes codifications pour qu'elles puissent être interopérables entre à partir de différentes sources. Mais alors, pardonnez ma question, pourquoi ça ne se fait pas au niveau des laboratoires directement ? Alors, on est aussi en train de faire ça au niveau des laboratoires. Il y a une réglementation qui est passée, mais qui a un délai avant d'être implémentée. Et du coup, ça va venir. Mais du coup, si on en reste là et qu'on attend que les laboratoires commencent à fournir les données, on est en train de perdre tout ce qui est déjà dans le DMP aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le DMP pour extraire et harmoniser l'information qui est déjà présente, et on travaille aussi avec les laboratoires pour qu'ils puissent fournir ces informations en structuré directement. Stéphane Tolinder de Cibiltech, France Biotech, est-ce que vous constatez, vous aussi, une accélération dans le déploiement de nouveaux process, de nouvelles technologies, du numérique dans le système de santé ? Alors, il est évident qu'il y a une accélération, en tout cas une volonté des pouvoirs publics d'aller plus vite. Depuis la crise Covid-19 en particulier ? Même avant ça, la feuille de route Ma Santé 2022, les travaux de l'Agence numérique de santé, je pense, vont dans le bon sens, notamment dans le sens de plus d'interopérabilité des systèmes d'information hospitaliers. Et la crise accélère ça et accélère la volonté très clairement d'aller vers, encore une fois, un investissement plus important dans le numérique en santé avec les 2 milliards qui ont été annoncés pendant le Ségur, et on va dire des voies de remboursement aussi, des solutions, on va dire, médicales, digitales, qui pourraient être accélérées. Maintenant, il faut voir que cette crise est mondiale, et il faut voir que les innovations digitales, notamment à base d'intelligence artificielle, visent des marchés mondiaux. Donc il ne s'agit pas seulement de regarder les technologies et l'accélération numérique en France, il s'agit de regarder à quel point on va vite ou lent à l'échelle internationale. Et quand je regarde nos voisins, en particulier l'Allemagne, ou des marchés porteurs comme les États-Unis, il me semble qu'à ce stade, ils vont plus vite que nous. Donc je dis quand même attention à ne pas seulement regarder ce qui se passe en France, mais aussi regarder ce que
des EHR comme Epic sont en train de faire aux États-Unis et constituent des places de marché d'applications. Et on a là un danger de voir se développer sur un marché comme les États-Unis une sorte d'app store d'applications numériques de santé. Et on a vu ce qui s'est passé dans le digital. Dès lors qu'il y a une masse critique d'applications sur une plateforme, elle emporte tout sur son passage. Et c'est ça qu'il faut éviter. Quel type d'application, alors, on doit absolument lancer rapidement ? Il me semble que... Des applications pour l'utilisateur final, pour les patients ? Pour les patients et les médecins, je pense que... Et les médecins ? Oui, et si on parle d'intelligence artificielle, il y a une émergence, il y a un boom de solutions et de start-up qui développent des solutions d'intelligence artificielle en santé, avec l'excellence de données, l'excellence de recherche médicale, mathématique qu'on a en France. Ma crainte, c'est qu'on n'ait pas le marché domestique suffisamment mature pour permettre à ces innovations françaises... Il n'y a pas suffisamment de mise en avant de toutes ces applications, en fait. Un store qui regrouperait l'ensemble de l'offre. C'est l'interopérabilité qui pose le plus de problèmes. Une réaction, oui. L'interopérabilité pose plus de problèmes, mais je pense aussi que il y a une plus grande inertie du côté des professionnels de santé en France que dans d'autres marchés. Ils ont moins l'habitude ou moins d'appétence pour aller vers des nouvelles technologies. Et du coup, c'est ça aussi qui freine cette réorganisation. Donc, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi une question de se remettre en question du point de vue des professionnels de santé. De formation aussi. Là, avec la nouvelle génération, j'imagine que ça bouge forcément un petit peu plus vite. David Gruson, vous parliez là de la quantité de papier, une quantité phénoménale de papier sous lequel croulent les établissements de santé. Vous visez réellement le zéro papier avec les solutions numériques ? En tout cas, c'est l'objectif qu'il faut se fixer et c'est aussi une des clés de résolution de ce que vous évoquiez sur les questions d'intelligence artificielle. Pour développer de l'IA, il faut une matière première qui est la donnée de santé. Et pour y arriver, il faut lui donner déjà une forme digitale. Donc c'est ce qu'on fait avec Jouve sur des programmes importants de digitalisation de dossiers médicaux. On est à l'œuvre actuellement auprès du CHU de Guadeloupe. Et l'idée, c'est de résorber ce papier à marche forcée pour pouvoir faire monter en charge les nouveaux outils numériques qui permettront derrière d'aller entraîner des solutions d'intelligence artificielle. C'est ça, c'est pas juste pour gagner du temps ou pour être moderne. C'est déjà quelque chose. Je vous assure, quand vous voyez des services hospitaliers qui sont ensevelis sous le papier, c'est vraiment une vraie contrainte pour la prise en charge des patients, un vrai problème de qualité de vie au travail pour les professionnels. Donc il y a déjà cet objectif-là. Mais ce qu'on va faire derrière, une fois que le papier sera digitalisé, on va y appliquer dessus des algorithmes d'OCR, de reconnaissance optique de caractère, qui vont permettre de structurer les données, de préqualifier des bases et derrière ces bases-là de les utiliser pour aller définir des pistes de développement d'algorithmes. C'est l'articulation qu'on mène avec la nouvelle plateforme de données de santé, le Health Data Hub, et c'est aussi une des vocations de l'espace numérique de santé, comme vous l'évoquiez à l'instant, qui a pour vocation de créer un store d'applications. Et pour que ces applications s'entraînent, que leur moteur algorithmique tourne bien, il faut donner une matière première qui est la donnée de santé. Donc, créons cet effort de digitalisation, de numérisation de la matière première des données de santé dans des conditions de stricte protection de ces données, le règlement général sur la protection des données, le cadre éthique issu de la loi de bioéthique sur le principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Mettons ça en œuvre pour permettre à nos outils français et européens de monter en charge. Avant, je souscris complètement à ce qui a été évoqué, que l'on se fasse imposer des outils conçus ailleurs dans des cadres juridiques et éthiques moins protecteurs que le nôtre. On évoque là, le Health Data Hub. Ça risque de freiner les projets, la polémique qui tourne autour de l'hébergement de ces données de santé ? Alors, il y a eu hier une décision importante qui a été rendue par le Conseil d'État, qui a donné un cadre en estimant que l'hébergement des données par Microsoft, par le Health Data Hub, n'était pas contraire aux principes juridiques que le Conseil d'État a regardé, notamment en termes de protection des données, dans la mesure où ces données n'étaient pas transférées hors du territoire national et européen. Donc c'est une décision qui n'est pas une décision sans conditionnalité. Avec l'idée... Sachant qu'aux États-Unis, il y a le Cloud Act qui permet de rapatrier ces données dans certaines conditions. Le Conseil d'État a fixé un certain nombre d'orientations sur ce point-là, en regardant concrètement quels étaient les avenants et les engagements contractuels conclus entre le Hub et Microsoft. Après, on verra à l'usage si ces orientations-là sont respectées. Il y a l'idée de mettre en place un schéma peut-être de transition, mais en tout cas, cette décision du Conseil d'État, il faut en prendre acte et considérer ce qui, pour moi, est une bonne chose, et qu'elle stabilise au moins pour quelques mois le cadre de montée en charge de cette plateforme nationale de données de santé.
Sinon, ce serait une vraie préoccupation pour vos métiers? Sinon, ce serait surtout un risque de retard majeur pris par la France et l'Europe dans le développement de solutions d'IA. En fait, l'important, c'est pas où ces données sont stockées, c'est qu'est-ce qu'on en fait, Francisco Vega, position pour être utilisé. Donc au final, l'idée de tout ce concept de la polémique, oui, c'est important parce qu'il y a la sécurité des données, mais enfin, en tout cas de mon point de vue, et je pense que de notre point de vue, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de ces données et comment est-ce qu'on va travailler dessus. Et c'est vraiment ça le cœur, sinon on reste sur les bases et on n'avance jamais. Alors, ce qu'on fait de ces données, donc on les met dans le dossier médical partagé ou dans l'espace numérique de santé? On en est où là sur la stratégie française de numériser ces parcours patients? Il y a un axe qui a été porté, qui est d'avoir en gros deux outils, le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé. Dans l'intention qui était posée par les pouvoirs publics. DMP qui remonte à 2004. Oui, alors c'est un serpent de mer très critiqué par la Cour des comptes dans la gestion de projet initial, avec une relance sous les... D'où ma phrase sur la très lente réorganisation. Oui. Avec une relance depuis 2016 de la montée en charge du DMP sous l'égide de la Caisse d'assurance maladie. On en est maintenant à presque 10 millions de DMP qui sont ouverts, donc là les choses avancent mieux, vite. Ils sont créés par qui ces dossiers? Alors, ils sont créés par les patients, ils sont alimentés, et c'est ça le sujet, à partir d'historiques de remboursement qui sont dans le SNIRAM, le système d'information de l'assurance maladie. Ils doivent encore être complétés, c'est je crois une émission de Medicus, par des données complémentaires, les comptes rendus de biologie, les images médicales. Il y a encore un besoin d'enrichissement de ce DMP. Le DMP doit s'articuler avec l'espace numérique de santé, qui est en résumé dans la stratégie feuille de route numérique, un portail dans lequel le patient pourra avoir accès à une série de services, ces apps développés par les opérateurs technologiques et industriels. En fait, il faut voir le DMP un peu comme une colonne vertébrale, un infocentre dans lequel le patient pourra, et le professionnel, aller chercher les données correspondant aux besoins de sa prise en charge. Mais si ça repose sur la décision de chaque patient, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça va changer en 2022 avec un principe d'ouverture automatisée du DMP, qui est prévu par la loi de transformation du système de santé de 2019. Stéphane Tollander, quel modèle économique vous voyez pour les solutions digitales de soins? Parce que on est plutôt dans un modèle en France d'accès gratuit au maximum, en tout cas soutenu par la collectivité. Et là, on est en train de parler d'un nouveau marché, de concurrence internationale. On imagine quoi comme modèle économique? La e-santé, c'est large. Donc il y a forcément une variété d'acteurs qui vont avoir des valeurs très différentes. Donc si je prends un Doctolib, a priori, ils ont trouvé leur modèle économique. Donc il faut payer les médecins. Ils font payer les médecins. Mais pour les solutions qui apporteraient une valeur clinique, comme ce qu'on fait chez Cibitech, puisque nous on développe des solutions d'intelligence artificielle en transplantation rénale, avec une application, pour l'industrie pharmaceutique, on aide au développement de nouvelles thérapies. Donc ça, notre client, c'est la pharma. Donc, il y a des enjeux aussi de connexion avec les laboratoires ou les industriels qui développent des équipements médicaux. Et on a une application à destination des cliniciens et des patients, et cette fois pour le bénéfice clinique immédiat de prise en charge du patient. Et là, effectivement, le modèle ne peut être qu'un modèle de remboursement, en tout cas dans notre ère thérapeutique, et c'est ça qu'on va aller chercher. Maintenant, le cadre juridique... Donc le modèle à la française. Le modèle à la française, mais même ailleurs, même aux États-Unis, aujourd'hui, sur notre ère thérapeutique en tout cas, le seul vrai modèle identifié serait celui d'un remboursement. Parce que ce sont des aires thérapeutiques où tout est remboursé. Ou par la sécurité sociale ou par une mutuelle privée, en fait. Voilà. Encore une fois, selon les aires thérapeutiques, en transplantation rénale et plus généralement concernant les maladies chroniques du rein, ce sera les assurances maladies. Francisco Vega, vous vouliez réagir sur ce point? Oui, alors nous on a la chance de commercialiser sur 12 pays aujourd'hui. Et donc on voit un peu les différences entre le modèle qu'on peut appliquer en France et celui qu'on peut appliquer dans d'autres pays. Et la France, pour nous, alors nous on est focalisé sur la biologie médicale, donc c'est un peu particulier, mais la France est très spéciale dans ce cas-là. On a une très bonne biologie, une des meilleures biologies médicales au monde. Et le biologiste en France a une place spéciale, c'est un professionnel de santé à part entière. Et donc, nous, en France, on a, au lieu de s'orienter directement vers le patient, de pouvoir fournir la solution qu'il puisse payer de sa poche si besoin, ou d'aller vers un remboursement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
visait les laboratoires de biologie médicale. Et donc aujourd'hui, ce sont les laboratoires de biologie médicale qui vont payer pour ce service afin que les patients puissent avoir l'interprétation automatisée de leur compte-rendu et du coup ne plus avoir un compte-rendu qui est cryptique et qu'ils ne comprennent pas, mais plutôt avoir quelque chose de attirant et de simple à comprendre. Aujourd'hui, quand on va chercher ces résultats en laboratoire, on a en général un médecin qui vient nous l'expliquer. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les biologistes, ils traitent plusieurs milliers de dossiers par jour. Un dossier, c'est ce qu'on appelle un prélèvement qui va résulter sur un compte-rendu. Ou alors il y a des référents, c'est-à-dire qu'on sait à peu près si on est dans les clous, dans la norme, au-dessus, en dessous. C'est ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on reçoit ce compte-rendu, aujourd'hui, quand on va au laboratoire, on se fait une prise de sang, 90% des personnes n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. On parle de noms de biomarqueurs qui sont techniques. Ils vont voir leur médecin généraliste. En fait, c'est pire que ça. En première instance, ce qu'ils vont faire, c'est soit aller chercher sur Internet et taper sur Google le résultat et se retrouver avec des centaines de réponses. Et ils vont, la plupart du temps, penser qu'ils ont un cancer ou quelque chose qui ne va pas. Il y a énormément d'hypochondriaques. Soit essayer d'appeler un médecin ami ou connaissance qui va essayer de leur expliquer. Bien sûr, ils peuvent toujours appeler le biologiste qui a le devoir d'expliquer ce résultat aux patients, sauf qu'il n'a pas le temps de le faire pour tous les patients. Il ne sera pas forcément disponible. Oui. Donc aujourd'hui, il doit se focaliser uniquement sur les cas qui sont ceux qui ont vraiment besoin d'une explication ou qui ont besoin d'une action immédiate. Donc c'est un service rendu par le biologiste à sa clientèle. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a tellement de volume et étant donné les contraintes disons gouvernementale sur la biologie qui la pousse à aller vers un côté d'industrialisation, les biologistes se retrouvent avec tellement de volume qu'ils ne peuvent pas traiter de la façon dont ils devraient l'ensemble de leurs patients, l'ensemble de leurs dossiers. Et donc, nous, on leur fournit un outil qui leur permet de se focaliser sur ceux qui en ont vraiment besoin et de fournir aux autres le même support et le même accompagnement que si ils avaient le temps de s'en occuper personnellement. Ces nouveaux parcours numérisés, David Grison, vous disiez qu'il y avait déjà pas mal d'établissements qui les mettaient en œuvre. Depuis combien de temps? Est-ce qu'on a des premiers retours d'expérience? Qu'est-ce que ça change concrètement? Oui, alors ça change beaucoup de choses. Là, pour Jouve, on est, je vous disais, à une trentaine de groupes hospitaliers publics et privés. En France, en métropole, parce que vous parliez de la Guadeloupe? Oui, alors dans l'Hexagone, Outre-mer. Donc là, à ce stade-ci, on est présent sur le système de santé français. On va sans doute se développer hors de France dans quelques temps. On a plusieurs pistes dans ce sens-là. Sur la partie française du sujet, pour Know Your Patient, la solution d'IA d'admission automatisée, on voit bien que l'expérience... retour d'expérience de combien de temps? 6 mois, un an? Sur 6 mois. En fait, on avait développé deux prototypes pilotes en 2019 et puis on a eu malheureusement le Covid-19 qui s'est abattu sur nous. Le ministère de la Santé a labellisé la solution. Elle est accessible par les centrales d'achat hospitalières. Donc là, maintenant, sur la taille critique que l'on a atteinte, on voit concrètement l'expérience d'entrée des patients dans le système de santé qui change. C'est une entrée circonscrite, la digitalisation du processus administratif et financier, mais on voit bien que derrière, elle provoque beaucoup de choses. Et elle est associée, ce moment d'entrée dans le système de santé, à des éléments connexes qui se rapprochent de la prise en charge médicale. Par exemple, pour le CHU de Dijon, on administre pour le compte du CHU le questionnaire Covid-19 que les patients renseignent avant d'entrer à l'hôpital. Et puis on voit que derrière, il y a des éléments de continuum. Et alors quand ils arrivent, une fois qu'ils sont entrés dans l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont déjà tout chargé. Leur identité a été validée, c'est un point important. L'identité, c'est pas qu'une notion administrative, c'est aussi une notion d'identito-vigilance médicale. On voit qu'elle est importante, cette notion de vigilance sur l'identité dans toute une série de prises en charge. Et puis après, derrière, le back-office de prise en charge administrative et financière est considérablement simplifié. On va aller vers de plus en plus d'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers. Il y a aussi un objectif de permettre à l'hôpital des gains de qualité de prise en charge et des gains d'efficience sur ses fonctions d'admission, frais de séjour, traitement externe. Mais ma question, c'est vraiment très concrètement. Donc le patient arrive, il a quoi comme accueil? Parce que c'était quand même un point d'entrée en même temps, cette admission. C'est sûr, mais derrière, vous voyez, on voit que dans les établissements qui ont choisi Know Your Patient, il y a deux types d'attitudes. Soit les établissements font le choix de maintenir une forme d'accueil administratif, mais ils le réorganisent avec un accueil qui se centre davantage vers la convivialité dans la prise en charge et l'explication de l'information vers le patient, avec une concentration des fonctions administratives plutôt sur du back-office. Ou alors, autre option, à ce moment-là, on passe l'étape
de l'accueil par le guichet d'admission et on va directement dans le service de soins. Et c'est l'équipe du service qui accueille le patient qui n'a plus besoin de faire de détour par l'entrée administrative. On voit que l'étape d'après, une fois que l'onboarding digital, l'entrée en relation digitale aura été gérée, ce sera d'assurer ce continuum d'interaction digitale au cours de la prise en charge et après, pour assurer des éléments de suivi. Et l'enjeu, on le voit avec des solutions comme Cibitech, est majeur sur le suivi de patients atteints de maladies chroniques et métaboliques pour qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature. Après la prise en charge hospitalière, on voit qu'il y a un sujet d'amener un continuum de prise en charge et le digital peut y contribuer. Il faut mesurer la satisfaction de la patientèle sur ces outils. Je pense que c'est majeur pour les faire évoluer. C'est une question majeure. Et là aussi, il faut être à la fois modeste, mais quand même très, très clair sur le fait que des choses changent assez radicalement en 2020. Et on voit qu'il y a un enjeu de maintenir l'accessibilité au numérique pour les personnes les plus vulnérables, mais qu'en réalité, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'il y a une demande forte. On le voit avec la téléconsultation qui a connu un boom avec le Covid-19. On le voit dans maintenant toutes ces infrastructures de gestion du système de santé. C'était des sujets absolument réputés impossibles. La digitalisation de l'admission frais de séjour, on y va maintenant et c'est très bien. Et il y a d'autres applications, Stéphane Tollander, qui vous semblent essentielles à mettre en place rapidement en France en matière de santé? Je pense que le premier point, on en a discuté, c'est d'avoir ce cœur d'identification patient et des données de patients autour soit du DMP, soit de l'espace numérique de santé. Parce qu'une fois qu'on aura ça, je pense qu'autour de ça, on pourra créer justement cette place de marché d'application. Si on a ça, on pourra se déployer. Tant qu'on n'aura pas ça, il y aura des freins monstrueux parce qu'on devra développer des projets d'interopérabilité, établissement par établissement, logiciel par logiciel. Et ça, c'est absolument impossible si vous voulez déployer des innovations rapidement. Première étape, allons-y, pas à pas. Très bien, merci beaucoup. Merci David Gruson, directeur du programme Santé du groupe Jouve. Francisco Vega, directeur France et Nouveaux Marchés chez Medicus AI. Stéphane Tollander, fondateur et président de Cibitech, coordinateur de la commission e-santé de France Biotech. Juste après la pause, on parle de l'IA pour une toute autre utilisation à la lutte contre la fraude financière. Nous sommes de retour en plateau pour la suite de Smart Tech. Bonjour Paul-Henri Bottella. Merci de venir témoigner sur un sujet à propos duquel peu d'acteurs sont enclins à s'exprimer. Vous êtes directeur financier de Blackwen. C'est une fintech qui développe des outils de lutte contre la fraude bancaire, le blanchiment d'argent sale issu de la fraude ou du terrorisme même. Que représente cette criminalité financière, bancaire? Et est-ce que vous avez vu s'accroître le nombre de fraudes? Alors, tout d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis ravi de vous rencontrer. Effectivement, la fraude bancaire, puisque c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement chez Blackwen, est en progression constante. Pourquoi en progression constante? Parce que modification des habitudes de paiement, nouveaux acteurs sur le marché, on entend beaucoup parler des néobanques notamment. Donc, effectivement, les dispositions des SP2 au niveau Europe, qui sont l'ouverture du marché bancaire et donc de nouveaux intervenants avec davantage d'acteurs sur le marché. Et donc, en fait, même si les contraintes réglementaires augmentent, souvent, les financiers ont tendance à mettre ça à minima en place. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans nos habitudes de paiement, ne serait-ce que justement à la faveur de la crise Covid, où on assiste effectivement à une augmentation... Paiement sans contact, par exemple? Exactement, et des paiements à distance. Donc, qui dit paiement à distance, dit effectivement des risques supplémentaires sur le réel bénéficiaire du paiement que vous effectuez. Alors, on a vu que s'affichaient des chiffres sur l'ampleur de la fraude. Ce sont des chiffres mondes. Oui, alors... Vous avez des données moi, j'ai des données France. Donc, il y a l'Observatoire de la Banque de France qui, chaque année, publie un rapport sur les fraudes bancaires en France. Effectivement, on atteint des sommes records, puisque le dernier rapport, donc, qui est sur l'année 2019, est de fraude qui avoisine le milliard 3. Donc, la somme paraît colossale. Néanmoins, le flux de paiement au total, tout moyen confondu, est de plusieurs centaines de milliards. Donc, en fait, c'est vrai qu'on travaille avec des petits pourcentages compte tenu des volumes impliqués. Mais néanmoins, 1,3 milliard, c'est une somme qui est extrêmement importante, puisque la plupart du temps,
c'est quand même la victime qui reste avec cette fraude sur les bras. Puisque les banques ne remboursent pas la totalité de la fraude. Ce qui est intéressant de constater également, c'est que dans beaucoup de cas, la victime est souvent un acteur de la propre fraude dont il est victime. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il s'est laissé piller un certain nombre d'informations qui permettent aux fraudeurs de franchir la barrière de la méfiance de la victime pour se faire passer pour un prestataire de service. Oui, les attaques par exemple de phishing où on va dévoiler soi-même son numéro de carte avec son code secret absolument, indiquer ses coordonnées bancaires, on vous informe via un mail que... Et là du coup la banque dit vous êtes responsable en fait de cette fraude. Tout à fait. Alors BlackOne est capable de mettre en œuvre des systèmes de protection et de la banque et du client de la banque, puisque effectivement nous travaillons sur un modèle qui est comportemental, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des usagers ont un profil bancaire assez classique. C'est-à-dire qu'en gros, 90% des paiements que vous allez faire le mois prochain, vous avez les mêmes bénéficiaires que le mois d'avant et que le mois d'avant. Donc en fait, il y a un profil... Dans les mêmes lieux à peu près. Exactement. Donc c'est un petit peu un système... c'est comme la météo, en fait, en quelque sorte. On est capable de, à partir d'événements du passé, capable de prédire la météo qu'il va y avoir demain, après-demain et dans la semaine à venir. Et pour la pratique bancaire, c'est exactement pareil. Vous avez quasiment 90% de vos paiements qui ont déjà été reconnus, on va dire, sur les mois précédents. Et donc là, il y aurait un système d'alerte qui nous dirait attention, c'est étrange, il y a eu des débits qui ont été réalisés à telle période, à tel endroit. Tout à fait. Alors, l'avantage que l'on en présente aussi chez BlackOne, c'est qu'on le fait en temps réel. Donc, on est capable de traiter 2000 transactions par seconde. On est capable de modifier votre profil, votre comportement immédiatement. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un virement à 4 heures du matin et on considère qu'à 4 heures du matin, vous êtes censé dormir. Donc, en fait, il y a un petit signal d'alarme qui va s'allumer quelque part en disant « Attention, il y a un virement qui n'est peut-être pas réalisé par la personne détentrice du compte. » Alors, ça ne change pas la fraude. Ça permet juste de réagir plus vite pour empêcher que ça s'aggrave. Mais alors, tout à fait. Alors, ensuite, c'est pas un outil prédictif contre la fraude. C'est pas un outil prédictif contre la fraude, mais ce qu'on peut indiquer, c'est que le virement que vous venez d'opérer ou le paiement par carte que vous venez d'opérer comporte un risque. Et ce, immédiatement, H24, 365 jours par an, on est capable de, à un moment donné, bloquer la transaction. Alors, le blocage de la transaction intervient aussi en fonction de notre client bancaire. C'est-à-dire qu'il est évident que si on est très pointilleux, très tatillon, on va bloquer une grande partie des transactions. Le pôle fraude qui va être derrière pour traiter et valider les paiements va être complètement débordé. Donc il faut voir où place-t-on le curseur du risque qu'on est prêt à prendre. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait le cas. Et donc en fait, en fonction de ça, on fournit à cette équipe d'analystes derrière un scoring en leur disant « Attention, vous avez un risque de fraude sur telle transaction » alors l'intérêt de notre solution, c'est qu'elle lui présente aussi l'analyse qui a été faite par la solution. C'est de l'IA explicable. Exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas une boîte noire où on dit attention, la transaction est rouge. On va dire c'est une boîte blanche. La transaction est rouge parce que. Oui. Voilà. Ensuite. Et ça, ce sont des outils applicatifs que vous fournissez aux établissements bancaires. Est-ce que vous allez les fournir aussi aux utilisateurs ? Alors pour les utilisateurs, c'est un petit peu lourd. On a la possibilité de le fournir au système bancaire, mais ça peut être à la fois au service des utilisateurs au travers de leur banque, ou éventuellement au service des vendeurs, puisque certains grands vendeurs sur Internet pourraient très bien s'équiper de notre solution pour tester les fraudes, cette fois-ci, qui proviendraient de la part d'acheteurs. Merci beaucoup, Paul-Henri Bottella, directeur financier de BlackOne, pour cette explication de lutte contre la fraude bancaire. C'est un peu le modèle informatique, hein. On va faire des alertes, mettre ça dans des bacs à sable et prendre les bonnes décisions ensuite. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de cette émission. À suivre 4 jeunes pousses dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech et un grand débrief sur les annonces Apple.